Bonsoir à tous, ici en studio, comme devant le petit écran, tout le monde est prêt pour le talk des vacances. Vous participez à faire cette émission avec nous aujourd'hui au programme. Entre autres sujets, vive tension entre les populations d'Adjamé et les forces de l'ordre. Et Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, a réagi à l'appel de Laurent Gbagbo, président du PPACI. Restez avec nous, on en parle sur Live TV, la télé sans filtre. Vous retrouvez sur Live TV, la télé sans filtre. Nous occupons les vacances, on les occupe sainement, donc la meilleure façon de les passer, c'est en compagnie donc, de l'équipe du talk des vacances. Moi-même, Eric Landry, Aïcha Crépi. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous chez vous. Gandhi Cuyer. Bonsoir Landry. Je profite pour dire aussi bonsoir à tous ceux qui nous suivent de toutes les contrées du monde, principalement à tous ceux qui sont à Bondoukou, à qui je fais un coucou, dans le Guntongo. Dans le Guntungo. Gontugo, le Gontugo, tu prononces mal, le Gontugo. Le Gontungo. Très bien. Et puis Arnaud Goï. Oui, je sais que je vous ai manqué hier. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs. Très bien. Je suis là ce soir avec vous. Et puis quelqu'un qui nous rejoint donc, dans cette équipe, c'est bien Gaël Lakbab. Bonsoir. Bonsoir Landry, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir aux téléspectateurs de Live TV. Très bien. Bienvenue dans l'équipe. Merci. On est content de te savoir avec nous. On démarre tout de suite avec le premier sujet. Ça fait l'actu. Rififi ce matin à Adjamé Village. On en parle dans cette émission à Adjamé Village sur l'axe menant donc à la base du groupement des sapeurs-pompiers militaires. La tension était vive entre population et forces de l'ordre. Nos reporters étaient sur place ce jeudi matin. On en parle dans cette émission et c'est Gandhi qui est le premier à réagir là-dessus. Bon, oui, effectivement, ce matin, toute la population d'Abidjan s'est réveillée avec à l'ordre du jour un gros fête au niveau d'Abidjan. Principalement à Abidjan, à Cocody, comme on le dit, à Adjamé Village. Les populations se sont levées, elles se sont réveillées, elles ont constaté qu'il y avait déjà des machines du district qui étaient dans le village. Et ça a créé déjà une vive tension entre les forces de l'ordre et les populations. Déjà, au niveau du bilan, il faut dire qu'il y a des blessés et des machines qui ont été incendiées. Mais de quoi s'agit-il effectivement? Depuis déjà le projet de la construction du 4e pont, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'équipement routier, et de... Non, là, on doit reprendre là. Le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, c'est cela? Oui, justement. On se rattrape le vite. Ministère de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kouakou, que je voudrais saluer au passage, a décidé de déguerpir en fait, certaines zones. Et dans ces zones-là, le village d'Adjamé était concerné. Très bien. Il y avait eu déjà... Concerné et informé? Concerné et informé? Oui. Non, bon, là déjà, les populations se sont réveillées ce matin. Elles prétendent avoir été surprises. Elles n'ont pas été informées. C'est ce qu'elles disent. Ben, le gouvernement, de son côté, dit avoir pris toutes les procédures adéquates. Elles ont même informé. Déjà, nous avons toutes les dispositions qui attestent qu'elles ont été informées. Et ça a créé un heurt ce matin, beaucoup de heurts ce matin. Ça a créé en fait beaucoup de blocages au niveau de la circulation. Tous ceux qui sont passés par Adjamé se sont vus empêchés. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? L'opération n'a pas eu lieu comme il se devait. Et là, jusqu'à cette heure-là, on n'a pas encore les derniers moments, on n'a pas encore les derniers communiqués, mais je pense que ça ne s'est pas bien passé, comme on le dit. D'accord. Voilà. Attention, les travaux ont repris. Je veux dire, le déguerpissement a repris à midi, paraît, avec un fort contingent donc, des forces de l'ordre qui est arrivé donc, pour accompagner les machines qui ont essayé de faire leur travail. On en saura beaucoup plus dans cette émission. Nous faisons le point là-dessus. Merci déjà. Mais quel est le point de désaccord donc, dans cette affaire? Arnaud? Oui, le point de désaccord précis, je ne sais pas, mais une chose est claire, c'est que l'assainissement d'Abidjan a été entamé depuis quelques mois maintenant. On a eu beaucoup de démolitions, beaucoup de déguerpissements. Et ce que je déplore dans ces différentes opérations, c'est qu'il y a très peu de communication sur ces activités. Parce que premièrement, on ne comprend pas très bien pourquoi c'est fait, comment c'est fait, quand c'est fait, etc. Et les médias qui diffusent à grande échelle ne sont pas toujours associés à l'information des populations. Donc finalement, on a des opérations qui peut-être sont utiles pour l'assainissement d'Abidjan, mais qui finalement rencontrent l'hostilité d'un certain nombre de populations. Et spécifiquement pour le cas d'Adjamé Village, en fait, on a une tradition en Côte d'Ivoire véritablement de discussion avec les autorités locales lorsque toute
forme d'activité doit être entreprise en fait dans les villages ou dans ce type de contrées. Ces genres de cas, on le rencontre généralement à Abidjan parce qu'à l'intérieur, en général, ça se passe plutôt bien. On associe la chefferie, on associe les différents chefs, mais à Abidjan, les enjeux sont plus importants, les terrains coûtent beaucoup plus cher. On ne va pas dire qu'on n'associe pas à Abidjan. Non, tel que ça se fait à l'intérieur du pays, c'est comme ça que ça se fait ici. Donc on associe forcément les chefferies. Et les propriétaires terriens. terriens. Ont été contactés et puis je crois qu'on le dira dans le cours de cette émission. Mais ce que je veux relever, c'est le fait que ce ne sont pas les chefs de village aujourd'hui, en tout cas dans le cas de Agban, qui sensibilisent par exemple les habitants du village sur l'importance de l'opération en cours. Ce qui veut dire qu'on n'a pas suffisamment... Tu as parlé d'Adjamé, tu as dit Agban, c'est Adjamé village. Très bien. Plutôt Adjamé village. Là où je veux arriver, c'est qu'on n'est pas suffisamment arrivé à un point de consensus qui est tel qu'on a finalement l'adhésion des chefs. Après, il y a toute forme de spéculation. Et puisqu'il n'y a pas suffisamment d'informations, les villageois diront qu'ils ne sont pas suffisamment informés, ils n'ont pas été indemnisés. L'État dira qu'ils ont indemnisé. Mais finalement, ça part d'un gros flou qui, à mon avis, est entretenu par le manque d'informations ou le peu d'informations qui filtrent des autorités. D'accord. Gaël, on entend dire par-ci, par-là, on n'a pas été associé, on n'a pas été informé. De quoi s'agit-il exactement? En effet, déjà, il faut condamner les images que nous voyons là maintenant parce que nous sommes dans un état de droit. C'est pas vraiment, et de paix surtout. Et de paix. Ce n'est pas vraiment intéressant que ces images-là se déroulent à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Voilà. Et relativement à ce dossier, vous remarquerez que ce qui se passe aujourd'hui, l'action avait commencé il y a 2-3 jours. On avait juste des images de déguerpissement, mais aujourd'hui, on voit que la tension est montée. J'ai cru voir dans une vidéo un notable de la chefferie qui disait que des personnes non identifiées sont venues essayer de dégager les populations qui essayaient comment on appelle non identifiés, sans les chasubles. Oui, non identifiés parce qu'ils auraient voulu que ce soit des forces de l'ordre reconnues, la police, la gendarmerie, qu'on les voit, on les connaît. Mais sauf qu'ils ont dit qu'ils étaient en chasuble. Pour eux, ils les ont pris comme des civils qui venaient contre eux. Bon, à ce niveau-là, on va dire qu'après, on a vu que la police est venue sur les lieux. Mais est-ce que ce n'est pas le fait que des personnes non identifiées, comme je le dis, soient venues? Est-ce que ce n'est pas ce qui a provoqué la colère des populations, peut-être qu'ils voulaient se défendre? Comment voudrait-elle identifier ces personnes qui fait les travaux d'habitude avec des machines, qui peut débarquer avec des machines pour faire des travaux avec des chasubles? C'est le district, mais quand il y a résistance, je pense qu'un citoyen qui voit un policier régulièrement habillé, un gendarme, il ne peut pas aller s'opposer, mais quand il voit quelqu'un, par exemple, en chasuble, bon, ça peut amener à attiser la colère. D'accord. À côté de cela, oui, rapidement. Sur cette question de déguerpissement, faut pas oublier aussi qu'au niveau des gouvernants, au niveau du ministère, ils vous parleront de dédommagement. Effectivement, des éléments prouvent que plusieurs fois, des personnes ont été dédommagées, mais le problème, c'est que ceux qui sont dédommagés, ils prennent les pécules, ils s'en vont, et puis ils réinstallent d'autres personnes à ces endroits-là. Ah oui? Il faudrait que, dans ce sens-là, l'État, une fois qu'il dégage les moyens pour dédommager, s'arrange ou bien suive, je vais dire, une sorte de service après-vente. On vous a dédommagé, alors il faut tout de suite suivre de sorte à ce que ces personnes-là partent. Et s'il faut détruire, on détruit en même temps. Il faut le faire. Voilà. Sinon, l'action qui est en train d'être menée, c'est au bénéfice de tous les Ivoiriens. C'est au bénéfice de tous les Ivoiriens, mais en même temps, ce n'est pas tellement bien coordonné qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est contre certains Ivoiriens. Est-ce que vous pensez, Aïcha, qu'il y a mauvaise foi? De la part des villageois, peut-être? Oui, alors, j'ai écouté attentivement mes collègues, oui, notamment Arnaud qui disait qu'il n'y avait pas d'information. Il y en a quand même un petit peu. Bon, déjà, je voulais condamner effectivement tous ces faits de violence, etc. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de régler les choses. Et puis, je voulais dire aussi qu'il y a eu des protocoles qui ont été signés. Déjà, avant de parler de protocole, en 2018, l'ancien Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, a annoncé une indemnisation des populations impactées par tous ces changements, ces travaux justement, et il a annoncé un budget de 30 milliards de francs CFA. Ensuite, en 2020, des accords ont été signés, donc ils ont été signés, des protocoles d'accords ont été signés par la chefferie,
et par l'État, avec des fiches techniques très précises qui ont été jointes de ce qui allait être fait, etc. Très récemment, en mai 2024, le gouvernement... Alors, je parle souvent au nom du peuple, je pense qu'on a remarqué, parce que je suis moi-même le peuple, en fait, tout simplement. Tout à fait. Mais il faut être nuancé en toute chose. C'est pour ça que je précise les faits. Tout récemment, en mai 2024, le gouvernement a envoyé un dernier rappel aux personnes qui ne sont pas encore inscrites pour le protocole d'indemnisation. Et donc, ils avaient jusqu'au 24 mai pour s'inscrire. Donc, la mauvaise foi, de ce point de vue-là, elle est peut-être plus au niveau des villageois. Qu'est-ce qu'ils demandent derrière? Pourquoi est-ce que l'accord n'est finalement pas finalisé alors qu'il a déjà été signé? Sur le papier, il est signé. Mais là, on constate qu'effectivement, ils ne sont plus d'accord. Moi, je voulais juste condamner ça. Et il est question aussi de rapport de force, évidemment. Le problème, c'est que le rapport de force, en général, c'est les forces de l'ordre qui l'emportent. Parce que dans cette histoire, si on sème le désordre dans Abidjan, dans cette commune-là, les forces de l'ordre vont rentrer en compte. Et elles n'auront plus raison, en fait. On ne résout rien avec la violence. Donc il faut, des deux côtés, je pense que l'État doit renouer le dialogue, parce qu'il y a toujours une solution. On est un grand pays, je pense qu'on peut trouver des solutions différentes de celle-ci. Donc moi, je suis mitigée parce que je suis pour l'ordre, j'aime l'ordre, mais le progrès social est très important. Il faut savoir urbaniser, certes, urbaniser avec la manière. Je retiens une chose, ils étaient d'accord, ils ne sont plus d'accord. Pourquoi ne sont-ils plus d'accord? Il faut préciser aussi que les forces de l'ordre ne sont pas celles qui cassent. Elles encadrent l'action de déguerpissement. Donc ce ne sont pas les policiers, ce ne sont pas les militaires, les forces de l'ordre qui prennent les machines pour casser. Et il faut rappeler au passage qu'une des machines, donc l'un des quartiers Pilar, a été incendié. Arnaud voudrait réagir. Oui, non. Quand je parle d'information, je parle d'information du public. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, par exemple, avoir un calendrier des déguerpissements qui ont lieu à Abidjan? Est-ce qu'on a une plateforme où on peut aller et on sait qu'à Cocody, dans la zone de Paillé, dans la zone de Yopougon, etc., il va y avoir des déguerpissements à tel ou tel moment? Ça, on n'en a pas encore. Justement, les concernés ont normalement été concertés, donc ils ont signé l'accord. Donc ça veut dire que normalement, c'est à la chefferie de communiquer auprès de ses habitants. Est-ce que ça a été fait? C'est une autre question. Non, le problème aujourd'hui, c'est de savoir qui dit vrai. En fait, dans tout ça, qui dit vrai. Et je pense que, comme Aïcha l'a déjà dit, il y a un papier qui atteste en fait qu'il y a eu en fait un contrat entre les deux parties. Donc, qui dit vrai, qui continue à jouer la mauvaise foi. Mais moi, ce que je dis dans tout ça, au-delà de la violence qu'on peut condamner, quoi qu'on dise, Abidjan se développe, il va falloir assainir, il va falloir déguerpir. Et je pense qu'on ne peut pas se retrouver dans un village un matin sans avoir informé au préalable les premières autorités que sont la notabilité, la chefferie, tout ça. Maintenant, le président de la République l'a dit, il faut donner un caractère humain à tout ceci. Qu'est-ce qu'on entend par caractère humain? C'est tout simplement le dialogue. Il faut associer les populations, même si elles avaient fait volte-face, il faut toujours, en fait, comme l'autre l'a dit, il faut toujours les amener à accepter, en fait, pour un mieux-être de tous. C'est ce qui est important. Parce que dans tous les cas, assainir, arranger un déguerpissement à l'heure actuelle, ça arrange tout le monde. Que ce soit les populations, que ce soit les gouvernants, je pense que c'est pour le bien-être de tout le monde. Voilà. Il faut noter la présence sur place donc, du ministre-gouverneur Cissé Bakongo qui essaie de calmer les tensions. Il faut pouvoir calmer les tensions, c'est important. C'est le cas aussi donc, de lancer cet appel au ministère de l'équipement et de l'entretien routier, de venir peut-être sur notre plateau pour apporter beaucoup plus d'informations. Nos canaux sont disponibles pour la sensibilisation, pour l'information, parce qu'aujourd'hui nous sommes quand même, au niveau de toutes les populations, un peu dans le flou. Qui a raison, qui a tort, est-ce qu'ils n'ont pas été informés? Parce qu'on lit des articles où des gens disent, au niveau du village, qu'ils n'ont pas été associés à l'action, ou encore qu'ils n'ont pas été informés avant action. Qu'en est-il exactement? On attend aussi à la chefferie. Ouais, je voulais juste préciser qu'on a vu une vidéo du maire de la commune d'Adjamé au mois de mai, je crois, 2024, qui annonçait à sa population, qui rassurait la population, en le disant, ils ne casseront rien. Donc si votre maire vous dit ça, peut-être aussi que ça vous met en confiance. On l'a vu. On l'a vu dire ça. Bon, ne rien casser, peut-être qu'il parlait des habitations. Parce que, de quoi s'agit-il en ce moment? Qu'est-ce qu'on casse? On va le redire, on l'a déjà dit antérieurement. C'est une très bonne question. Oui. Alors, en principe, c'est censé être toutes les zones qui posent problème au niveau de l'espace urbain. Ça peut comprendre effectivement des habitations, éventuellement, si elles ont été construites. Habitations. Si on se base sur le premier communiqué que le Premier ministre d'alors, Feu Amadou Gon, avait fait, 68, et il avait été clair, formel là-dessus. On ne va casser que 68 habitations. Mais à l'heure actuelle, c'est les emprises qu'on casse, en fait, pour assainir. Voilà. Mais je veux dire, la cible principale, ce ne sont pas les habitations. C'est la plupart du temps, tous ceux qui ont comme petits commerces, en fait, tous ceux qui ont leur activité. Mais comme on le dit toujours, il y a eu en amont déjà, il y a eu des discussions et comme le dit le communiqué, ils ont été indemnisés, on ne comprend pas ces réactions-là, en fait. D'accord. Voilà. De toute façon, on sait une chose,
c'est que toute construction ou bâtisse qui entrave l'évolution du projet, donc qui est en cours depuis quand même, qui a été prévu depuis des années derrière, 2018. depuis 2018, il faut le dire, tout ce qui entrave donc l'évolution de ce projet-là va être détruit. Hein. Quand on parle d'emprise, c'est une maison qui a été construite aux abords de la chaussée. Voilà. Et ceux qui doivent être dédommagés vont être dédommagés. Est-ce que les dédommagements ont déjà commencé ? Selon ce qu'on a pu lire, c'est qu'il y a une partie des personnes, en tout cas, qui ont été dédommagées. Et il semblerait qu'il y ait encore des résistances de certaines personnes qui n'auraient pas encore été dédommagées. Donc, je trouve que ça, déjà, ça doit être un préalable, l'indemnisation, avant toute forme d'action. Mais au-delà, je voulais aller au-delà de cela, rappeler quand même à l'ensemble de tous ceux qui nous suivent qu'on a aujourd'hui la possibilité, franchement, d'avoir la documentation publique, tout ce qui est action de l'État et tout ce qui est document public. On a la loi d'accès à l'information de 2013 qui nous permet de réclamer à toute forme d'administration tout document public. Donc, si on a des doutes sur un certain nombre d'opérations et que ces documents sont censés être publics, on a la latitude de pouvoir les demander. Et même si l'administration refuse de s'y soumettre, on a la possibilité de saisir la KIDP, la Commission d'accès à l'information, à la documentation publique, qui elle va exiger en fait à l'administration de nous fournir la documentation que l'on veut. Un contre-avis ? Bon, je peux peut-être me tromper, mais je pense que pour un projet déjà qui date de 2017-2018, nous sommes en 2024, je ne crois pas qu'à ce jour-là, des gens n'aient pas encore été indemnisés, puisque le Premier ministre d'alors a été clair, et les propriétaires et les locataires. Mais c'est pour ce qui se passe, c'est pourquoi on pose la question, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui se passe? Parce que qu'est-ce qu'on défend? Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on pouvait peut-être attendre des villageois, c'est-à-dire, bon, on n'a pas été indemnisé avec des preuves, mais ce n'est pas le cas, parce que la plupart du temps, on nous dit, bon, ils ont été indemnisés parce qu'ils n'ont pas été informés ce matin, mais est-ce qu'ils n'ont pas été indemnisés? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut tout reprocher au gouvernement, mais à ce niveau-là, pour un projet qui tenait à cœur, il y a eu la sensibilisation, j'ose croire, avec des réserves, j'attends de voir. C'est un très gros projet avec des financements assez énormes. Assez énorme. Voilà. Bon, est-ce qu'on connaît le niveau des dédommagements? Est-ce qu'on a des sommes? Est-ce qu'on a des chiffres? Arnaud le dit. Gaël. Gandhi est convaincu que tout le monde a été dédommagé. Peut-être pas tout le monde. Non, j'ai parlé à Il n'a pas dit tout le monde. On n'a pas affirmé de vérité. Justement, on n'est pas entre les deux. Autant pour moi. Voilà. Ce qui est sûr, une partie aurait été dédommagée, mais il y en a qui ne le sont pas. Est-ce que ces mécontents-là, ce n'est pas cette partie qui n'a pas encore été dédommagée? C'est très possible. Voilà, c'est possible. Et puis, à côté de cela, quand les autorités, les autorités villageoises elles-mêmes disent qu'elles n'ont pas été associées, il y a le problème de communication, mais il y a aussi le dialogue, comme Aïcha l'a dit tout à l'heure. Cette situation-là peut être réglée même aujourd'hui. Il suffit que le ministre-gouverneur les convoque, qu'ils s'asseyent et qu'ils discutent pour faire tomber la tension et puis que les choses soient faites dans les règles. C'est clair. De toute façon, rassurez-vous, la rédaction a pu joindre les chefs pour essayer, le chef du village d'Adjamé village, pour qu'ils viennent sur notre plateau, donner beaucoup plus d'informations. Chef Nangui, que nous avons eu au téléphone, nous promet que peut-être demain il sera avec nous, qu'il faut qu'on le rappelle demain pour en avoir la certitude. Donc on espère avoir le chef ou encore une délégation, une représentation donc, de la chefferie sur notre plateau pour beaucoup plus d'informations, clarifier les choses. On entend beaucoup de choses qui se disent, on ne sait pas qui a raison, on se pose beaucoup de questions encore sur ce plateau-là, mais la manière, est-ce qu'on devrait critiquer la manière, même s'il y a eu autorisation ou information, quand on arrive avec les bulldozers, est-ce qu'il ne faut pas aller déjà rencontrer la chef? On est là, on est venu, ce qu'on a dit qu'on va faire là. On est en Afrique, et ce qu'on a dit qu'on va faire là, on est venu, donc avant d'entrer avec la machine, on est venu vous prévenir. Donc, quitte au chef peut-être maintenant de sortir avec dictaphone. Calmez-vous, les gens sont venus, ramassez vos affaires, la manière a manqué. Mais moi je pense que c'est ce que le président a appelé. Mégaphone, en fait, mégaphone, on dit mégaphone. Le visage humain, le caractère humain, c'est ce que le chef de l'État a appelé peut-être le visage humain, parce que tout ça, c'est l'Afrique, il faut informer, on communique en Afrique. Il faut savoir les réalités, il faut savoir, c'est tout ça qu'on met dans un visage humain, plus humain en fait, pour ma part. Et puis il y a l'Afrique et puis il y a l'Ivoirien aussi. L'Ivoirien n'est pas compliqué, il faut le blaguer un peu, après ça passe. Tout le monde sait ça. Et puis, souvent on sait avec quoi le blaguer, c'est très facile. Donc, Arnaud voulait réagir. Non, le blaguer, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est claire, il faut de la communication. Et c'est ce que je disais à l'entame de mes propos. Si vous avez une réunion avec des chefs et que les chefs ont adhéré, que tout le monde a été informé, pourquoi ne pas faire un communiqué, le diffuser sur les différentes chaînes de télévision pour dire que telle voie va être dégagée, même si ce n'est pas un jour qu'on nous dit dans le mois de, etc., dans le mois de juillet, août, septembre, telle voirie sera dégagée, etc. Au moins, tout le monde est pris
à témoin. Mais là, on est dans des spéculations. Ils ont été informés, pas été informés. Il y a une réunion, pas une réunion, etc. Et moi, je pense que l'information est extrêmement importante. Elle permet à la fois de nous rassurer que les populations ont été informées, dédommagées, etc., puisque l'information comporte tous ces éléments. Mais surtout, elle permet à tout le monde de savoir, enfin à l'opinion publique, d'adhérer. Il y a une forme d'adhésion populaire qu'on aura lorsqu'on communique. Donc, véritablement, les autorités gagneraient à communiquer sur ces différentes opérations. Et puis, je pense que les opérations se passeront. On va utiliser les panonceaux, chacun son panonceau. On va y aller sur un d'accord, pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour le fait qu'on arrête les travaux pour le moment, en attendant que les vives tensions donc, se calment? Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord, on va commencer par Aïcha. Aïcha, d'accord, pas d'accord? J'aime commencer par moi. Hein. D'accord, pas d'accord? Oui. D'accord, hein, qu'on arrête les travaux de déguerpissement, le temps que tout se calme? On est quand même en Côte d'Ivoire, en Afrique, donc si les aînés disent qu'ils ne sont pas contents, il faut parler avec eux d'abord. D'accord. Arnaud? Oui, D'accord? je suis d'accord. Je pense qu'il faut suspendre, ne serait-ce que momentanément, les opérations, quitte à discuter simplement avec les populations et puis avoir l'adhésion. Je pense que si on a l'adhésion des chefs et des premiers responsables du village, ce sont eux-mêmes qui sensibiliseront et qui calmeront le jeu dans la localité. Gandhi, d'accord? Pas d'accord? Évidemment, là, je suis d'accord qu'on arrête, en fait, qu'on puisse les suspendre, comme l'autre l'a dit. Là où il y a des palabres, il faut toujours s'asseoir pour discuter. Voilà, c'est évident. C'est là où il y a des palabres, on s'assoit pour pouvoir trouver un terrain d'entente et on discute. Mais moi, ce que je voudrais dire au-delà de ça, au-delà des partis qui sont concernés, on a le gouvernement, on a les villageois, je voudrais qu'on associe aussi une autre institution. Il faut associer le Parlement, qui est par essence, en fait, les représentants du peuple. C'est-à-dire que voir des gens qui sont équidistants des deux partis pour qu'ils puissent être des témoins. Parce que là, comme le disait tout à l'heure Arnaud, on veut savoir beaucoup de choses, on ne sait pas qui dit vrai. Donc, le souhaitable serait que le Parlement puisse déjà se saisir de cette affaire-là. Et puis, par anticipation, en amont, on peut pouvoir trouver des solutions. Voilà. D'accord. Gaël? D'accord aussi. D'accord. À 100% d'accord Bien sur ce plateau. Oui, d'accord pour que les travaux soient suspendus parce que pour l'instant, la tension qui est montée aujourd'hui, il ne faudrait pas que ça aille plus que ça. D'accord. Il faut temporiser. Est-ce qu'on ne sent pas un ras-le-bol des autorités quand même qui pensent que les populations ont bien été averties depuis des années, prévenues? Est-ce qu'on ne sent pas un ras-le-bol quand même des autorités, dédommagées pour certains? Il peut y avoir ce ras-le-bol-là, mais la solution n'est pas dans ce que nous voyons maintenant. D'accord. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont vu ce qui s'est passé. Ce serait intéressant qu'on voit les autorités avec ces autorités villageoises-là, arrêter quelque chose de clair, de précis, que tout le monde... On se pose la question de savoir de quoi s'agit-il exactement. Vous savez, le pont de Yopougon, dont on parle tant, qui nous permet d'entrer et de sortir d'Adjamé, aller à Yopougon, revenir. Alors, cette voie-là, cette autoroute, elle apparaît juste aux côtés de la mairie d'Adjamé. Elle poursuit son chemin jusqu'au sapeur-pompier de l'Indénié. Voilà, donc une autoroute à deux voies, c'est cela, 2 fois 2 voies, doit être construite, prolongée, là. Et donc il se trouve que ça participe au développement du village, à la beauté de cette commune d'Adjamé qui fait peau neuve, qui refait peau neuve chaque fois. On va féliciter donc le travail du maire Soumaoro Farikou, qui travaille avec ses populations, donc à l'embellissement d'Adjamé. Et le district continue donc de travailler. Il faut que toutes les forces public soit en association avec les populations pour continuer donc à développer notre ville, notre si belle ville d'Abidjan. On va poursuivre avec un nouveau sujet donc, dans cette émission, c'est le fait du jour. Le fait du jour est purement politique. Voilà, appel de Laurent Gbagbo à l'opposition. Le président Afi N'Guessan donc du FPI a réagi. Entre griffes, il l'a dit, il ne faut pas être surpris. Fait une citation. De quoi ne devrait-on pas être surpris? Qui intervient là-dessus? Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est Arnaud. Très bien. Oui, le président Laurent Gbagbo a animé un certain nombre de meetings, dont le dernier en date est celui de Bonois. Et à l'occasion justement de ce meeting où il a réuni ses partisans, il a lancé un appel à l'opposition ivoirienne, les invitant à le rejoindre sans roubladise, disons ça comme ça, pour le reprendre. Il a fait la précision. Hein. Oui, il a fait la précision. Rejoignez-nous, faisons une coalition, et nous n'avons pas besoin de roubladise. Comme il disait et comme il sait le faire. Donc, on est dans une situation où finalement...
l'opposition a du mal à inquiéter le pouvoir et à assumer ce statut d'alternance, enfin de probable alternance, parce que lorsqu'on regarde les différents résultats électoraux, à la fois municipaux et législatifs passés, on se rend compte que le PPACI, EDS hier et PPACI aujourd'hui est en paix de vitesse. Ils ont eu beaucoup plus d'élus lors des élections municipales, enfin législatives de 2021 qu'ils en ont eu lors des municipales et régionales de 2023. Donc, on se rend compte que le parti est quand même en déclin. Donc, il est clair que si on veut avoir une alternative dans notre pays, et l'opposition le sait, il faut absolument une unité de l'opposition. M. Afin N'Guessan a réagi sur ses propos. Il a estimé qu'il était ouvert à toute forme de discussion. Le premier commentaire que ça suscite à mon niveau, c'est comment se font et se défont les alliances dans notre pays. Parce que malheureusement, dans notre pays, on a très souvent des alliances électorales. C'est à la veille des élections que les partis ressentent le besoin de se mettre ensemble. Ce n'est pas toujours des alliances qui sont fondées sur l'idéologie, sur des projets communs qu'on travaille pendant un certain nombre d'années et qu'on présente à la faveur des élections. Précis de la victoire. Voilà, mais c'est véritablement des partis de gauche, de droite qui se mettent ensemble pour la victoire. Deuxièmement, la gauche en Côte d'Ivoire est complètement dispersés, parce qu'aujourd'hui, on a le COGEP de Blé Goudé, on a le mouvement des générations MGC de Simone Gbagbo, qui a été créé même après l'arrivée de Laurent Gbagbo, ce qui est quand même symptomatique de la fracture. Et puis finalement, on a le FPI et le PPACI. Donc, on a une gauche qui est complètement divisée. Et il n'y a pas eu beaucoup de gestes de réunification qu'on attendait, notamment de M. Laurent Gbagbo, même si lors d'une interview, il a estimé que ce n'était pas son rôle de réunifier la gauche. Il est quand même une figure emblématique, ancien président. Beaucoup de personnes se reconnaissent en lui et ça aurait été intéressant qu'il ait une posture beaucoup plus rassembleuse. On s'attend de lui qu'il soit le chef de l'opposition, peut-être. On s'attend en tout cas qu'il rassemble au moins la gauche, parce que c'est véritablement lui. Que ce soit Blé Goudé, que ce soit Afin N'Guessan, que ce soit Simone Gbagbo, il a quand même une relative influence et il a quand même inspiré plusieurs des membres de ces différents partis. Donc on s'attend à ce qu'ils prennent véritablement de la hauteur sur les guéguerres qu'il y a au niveau de la gauche et que la gauche puisse se réunifier. De mémoire, on se souvient que le président Laurent Gbagbo avait dit que ce n'était pas lui son rôle de réunir l'opposition, la gauche, que son objectif est de redevenir président de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que cela ne le rattrape pas aujourd'hui? Oui, ce n'est pas son rôle, mais en tout cas, c'est sa responsabilité. Premièrement, en tant qu'ancien président, en tant que véritablement leader, figure emblématique, on se rappelle de qui est Laurent Gbagbo, les luttes des années 90, l'opposition à Houphouët-Boigny en 90, le boycott de 95, l'élection en 2000. C'est une longue histoire d'opposition, M. Laurent Gbagbo, qui a inspiré, emporté beaucoup de personnes. Et il est clair que lorsqu'on va parler d'unité de la gauche, logiquement, ça lui compose tout de suite. On s'attend à ce que M. Laurent Gbagbo porte tout cela, même si je pense qu'à un moment donné, il doit à la fois inspirer sans forcément être le candidat. D'accord. De la réaction du président Pascal Afin N'Guessan, devrait-on s'attendre, Gandhi, je m'adresse à toi, à une réconciliation des vieux frères? Oui, on peut le dire comme ça, mais je pense que dans le cas concret, en fait, l'appel de Gbagbo concernant la réaction d'Afi, je pense que la réaction du président Afi est légitime. Le président du Front populaire ivoirien, Afin N'Guessan, est légitime parce qu'il a été quand même le premier à vouloir inviter à l'unité. Mais déjà, le président du PPACI, M. Laurent Gbagbo, était resté, en fait, il avait refusé ça via, en fait, ce qu'il avait dit, il ne pouvait pas réunir la gauche. Mais il faut rappeler que l'appel de Bounoua n'est pas un appel exclusivement pour la gauche. C'est un appel à toute l'opposition, à toutes les forces politiques qui sont dans ce pays-là, qui voudraient que le gouvernement dégage. Donc, en faisant l'appel, il parle aussi du PDCI, qui n'est malheureusement pas de la gauche, mais qui est de la droite. Donc, à toutes les forces de l'opposition, y compris le PDCI. Maintenant, est-ce que cet appel-là est le bienvenu? Bon, on dirait tardif, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Mais je veux dire que la réaction d'Afi est tout à fait normale, légitime, puisqu'il a été l'un des premiers à demander ça. Mais sur quoi est-ce que va porter ce contenu-là? C'est là le bas blesse. Et Afi l'a déjà dit, tant que ça peut porter sur l'intérêt général national, il n'a pas de problème avec. Le Front populaire est ouvert depuis longtemps, c'est les autres qui lui refusaient. Mais est-ce que le contenu de ce que Gbagbo a appelé déjà l'appel de Bounoua, est-ce que ça peut porter fruit? On attend de voir, le temps nous dira. Je tiens quand même à préciser que le FPI du président Pascal Afin N'Guessan a été allié au RHDP lors des élections précédentes. Donc, oui, mais tout à l'heure, vous l'avez dit. Ouvert à toute forme non, tout à l'heure, vous l'avez dit, une alliance. Vous constatez qu'en Côte d'Ivoire, les alliances, mais en même temps, le
FPI d'alors de Laurent Gbagbo a fait aussi une alliance avec le RDR qui était le Front républicain. Je veux dire qu'en politique, les alliances, elles arrivent à tout moment. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème. On a vu Simone Gbagbo MGC qui a soutenu certaines candidatures qui n'ont rien à voir avec des partis de gauche. Je veux dire qu'en matière de politique... Il faut avoir de la cohérence aussi. Non, mais justement, ce n'est pas de l'incohérence. Si vous voyez à travers le monde, on a vu des gens de gauche qui se mettent... Qu'est-ce qu'on fait pour la circonstance? Qu'est-ce qu'on fait pour un objectif commun immédiat? C'est ça qui est le débat en politique. Voilà. En politique, ce n'est pas l'incohérence d'avoir coopéré avec... Aujourd'hui, qui l'eût cru que le PDCI pouvait se mettre, par exemple, avec le parti de Laurent Gbagbo? L'autre est un parti de gauche, l'autre est un parti de droite. Ils se retrouvent, ils ont un objectif commun, ils se mettent ensemble et c'est une alliance de circonstances. Je pense que le FPI avec le PPACI... Non. Écoute, le FPI avec le PPACI était dans le même parti. C'est M. Laurent Gbagbo qui a décidé de partir. L'idéal serait que lui-même il revienne et dit, bon, en fait, au lieu d'ouvrir les bras, d'aller vers ces partis-là serait l'idéal. Mais comme c'est un appel, on attend le contenu de ce qui mène dans cet appel-là et on verra. Voilà, le temps nous dira plus. Précisons que l'appel a été fait donc, à Bouna, pas loin quand même de chez Simone Eve Gbagbo. C'est peut-être stratégique. C'est peut-être la première concernée par cet appel. Hein. Qui sait, c'est stratégique politique. L'idéal, ce qui serait bien, en fait, c'est toujours bon de faire un appel. Hein. C'est comme un joueur de football qui est un avant-centre, qui n'arrive pas à marquer, on se plaint, mais il n'arrive pas à marquer, il marque tardivement, l'essentiel est qu'il... L'appel a été fait, mais l'idéal serait que c'est le président du PPACI qui parte vers ses anciens lieutenants pour leur dire, écoutez, je suis prêt... Il a lancé un appel global, celui qui entend vient. Oui, celui qui entend vient. Mais du coup, même dans l'appel qu'il lance, il le balise déjà, il dit, celui qui veut pouvoir faire tant, il y a déjà des conditions. Mais je veux dire que ça, c'est pas ça le problème. Est-ce que c'est une condition? Est-ce que c'est pas une façon de dire, venez en toute sincérité? Mais comme je le dis, un appel, c'est un appel, on attend de voir maintenant de quoi ils vont discuter. Parce que si c'est un appel pour dire, par exemple, c'est moi en fait qui ai appelé à l'appel, il faut que je sois tête de liste, il faut que je sois le leader, je ne crois pas que le PDCI puisse l'accepter. Parce qu'aujourd'hui, c'est des partis autonomes, chacun veut pouvoir prendre le pouvoir. Si c'est un appel pour dire, bon, on se met ensemble pour obtenir certaines choses, comme par exemple l'audit de la liste électorale, c'est un appel pour dire, comme on va revoir la CEI, tant mieux. Mais pour dire un appel, je suis le candidat de vous tous, de tous les partis, il aura un problème. D'accord. Ou peut-être on appelle pour qu'ensemble, autour d'un consensus, on choisisse le représentant. Peut-être on va permettre à Gaël quand même de réagir. Oui, moi j'aimerais revenir un peu sur le contexte, ce qui emmène le président Gbagbo à faire cet appel. Parce que déjà, ça a déjà été dit qu'il est en désamour avec la plupart de ses ex-compagnons de lutte. Désamour politiquement. Désamour politique, oui. Le président Afingé-San l'a dit. Donc quand on parle de Simone Gbagbo, quand on parle de Charles Blé Goudel, le COGEP, quand on parle d'Afingé-San, bon, en réalité, c'est l'ancien FPI. Et il n'y a pas que ce parti-là qui compose l'opposition. Il n'y a pas que ces partis-là qui composent la gauche. Mais une chose est sûre, si nous remarquons bien, depuis 2000, il n'y a que le FPI qui a géré le pouvoir, c'est-à-dire à la victoire du FPI en 2000, Laurent Gbagbo en tant que président de la République, parti unique au pouvoir. Mais après cela, vous allez remarquer que tout est devenu une affaire d'alliance. On ne gère pas le pouvoir seul. Quand le RHDP vient, il vient avec une alliance. Et aujourd'hui, même en 2020, 2021... Le FPI n'a pas géré seul, hein? Non, je vais... Le FPI, bon, Laurent Gbagbo, il était candidat, c'est après qu'il a créé la LMP. Mais je vais dire que pour aller au scrutin, c'était le FPI de Gbagbo. C'est après la crise qu'il y a eu toutes ces histoires d'alliance et autres. Donc c'est pour dire que les choses ont évolué. Aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'un parti tout seul... D'accord. Gagne une élection? Ils disent qu'il puisse gagner une élection en Côte d'Ivoire. Vu même d'abord le nombre de partis politiques et tout ça, le RHDP même qui est au pouvoir en est conscient. Voilà pourquoi vous voyez qu'il est composé de plusieurs partis. Et quand le président Laurent Gbagbo, après son retour d'exil, à un certain moment, je pense qu'il a pensé qu'il était encore le Laurent Gbagbo de 2000 ou 2004. Mais avec les dernières élections qui se sont passées, les municipales, les résultats qui sont revenus, et il faut savoir qu'ils ont fait aussi des tournées et tout, ils se sont rendus compte de leur force aujourd'hui. Ils se rendent compte que tout Ils ont d'abord mesuré l'ampleur du PPACI sur l'ensemble du territoire. Ils se sont bien rendus compte qu'en réalité, aujourd'hui, tout seuls, ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir les bras. Ils ouvrent les bras et le président Afingé-San, sa réponse, elle est politique. D'accord. Elle est politique parce qu'après tout ce qu'il a pu subir, il donne une réponse politique. Quand je sais qu'il a déjà annoncé qu'en novembre prochain, il sera candidat de son parti. Quand il répond comme ça, c'est juste une réponse politique pour dire oui, Laurent Gbagbo a lancé l'appel. J'attends qu'il vienne. J'attends qu'il vienne.
Et j'attends le contenu de ce qu'il y a dans le fait qu'il lance cet appel-là. Parce qu'en même temps, quand les partis se mettent ensemble, ce n'est pas pour le beau visage de X ou Y, c'est pour des intérêts bien précis. Très bien. Aïcha Crépy, est-ce que tout ceci est de bon augure pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Oui, alors des élections apaisées, j'espère qu'elles le seront. J'espère qu'on est quand même tous devenus responsables et conscients du fait que ce ne sont que des élections. D'accord. Pour revenir à ce que Gaël disait, je déplore, moi, le fait qu'on mette tout sur un homme, de manière générale, hein, et pas sur le parti ou le programme. C'est-à-dire que peu importe l'aura de cette personne-là, je pense à monsieur le président Laurent Gbagbo, mais à d'autres, tout finit par se faner. Et j'ai l'impression en plus que beaucoup de potentiels candidats à l'élection présidentielle qui arrive en 2025 ont passé beaucoup de temps à l'étranger. Je pense qu'il faut aussi redescendre. Je pense à d'autres personnes, hein, comme peut-être M. Soro-Guillaume, etc. Il faut d'abord revenir chez soi et prendre le poids réel. On a vu, pour parler de chiffres concrets, les dernières élections législatives, c'était 8 places de députés pour le PPACI qui s'appelait EDS de l'époque. Donc évidemment qu'il a besoin, M. Laurent Gbagbo, de trouver des alliés. C'est-à-dire qu'évidemment, les alliés sont circonstanciels. Après, c'est pas que en Côte d'Ivoire. Hein. J'ai entendu parler mes collègues dire ça, mais c'est dans l'histoire de beaucoup de pays où on se rallie juste pour ça. Alors évidemment, pour être plus fort, il faut une gauche unie. Et pas unie forcément... de façon éphémère. Quand oui, même. et puis je pense aussi qu'il faut laver son linge peut-être en privé, parce qu'on assiste en fait à ce désordre, entre guillemets. Alors que la droite, effectivement, par tradition, est dans son ordre. Peu importe ce qui se passe, on n'est pas au courant. D'accord. Est-ce que cette alliance, si tu as chuté, c'est bon? Je voulais juste rajouter que M. Afin Guesson avait d'abord dit il y a quelques mois qu'il n'était pas forcément pour le fait que M. Laurent Gbagbo ait été désigné, pour finalement revenir et dire que finalement il accepterait éventuellement de revenir dans ses bras, on va dire. Et Madame Simone Gbagbo a accueilli la nouvelle aussi d'appel à bras ouverts. Donc ça, c'est de bon augure, effectivement. Après, une alliance ne signifie pas qu'ils vont gagner les élections. Enfin, je veux dire, les résultats, les chiffres sont probants. D'accord. Il faut plus que ça. Quelle pourrait être la force de cette alliance devant un RHDP qui a gagné du terrain amplement quand même, dans ce pays? Oui, le RHDP a gagné du terrain, mais le RHDP a également déçu parce que malheureusement ou heureusement, quand on est au pouvoir, il y a forcément une forme d'insatisfaction qui va grandir. Mais en tout cas, en regardant les résultats municipaux, aux législatives également passées, très clairement, le RHDP est largement devant les autres partis. Je voudrais très rapidement réagir sur les alliances. Je trouve également très dommage, comme je le disais d'entrée de propos, c'est cette forme d'alliance. Parce que je pense que lorsqu'on crée un parti, on a une idéologie, on a un projet, et c'est ce projet-là qu'on soumet à la fois aux électeurs, aux citoyens, et c'est surtout ce projet-là qui emporte des personnes, qui entraîne des personnes à épouser ce projet, à épouser le parti. Il ne faut pas que ce soit simplement l'individu. Donc quand finalement, à l'approche des élections, il a parlé du FPI avec le RDR hier, le Front républicain, le RHDP après, le FPI qui était aux élections précédentes avec le RHDP et qui aux élections prochaines risque d'être avec le PPACI. Donc cette forme d'incohérence dans la vie politique, moi, me pose un problème. Je comprends des alliances circonstancielles pour, par exemple, lutter pour l'indépendance de la Commission, si on estime que la Commission n'est pas indépendante, pour lutter pour plus de droits de l'homme, etc. Mais quand il s'agit de projets de gouvernance, il faut un minimum d'entente sur ce qu'on veut faire lorsqu'on va gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que quand on se met ensemble, 2 grosses têtes, 3 grosses têtes, OK, mais quand je suis président, qu'est-ce que je fais pour la retraite? Qu'est-ce que je fais pour la santé? Qu'est-ce que je fais pour la jeunesse? Qu'est-ce que je fais pour... L'intérêt du peuple. Intérêt du peuple. Donc il faut des projets qui sont clairs et des projets qui sont communs. Sinon, après, ça part à volo et puis finalement, on déçoit toujours. On dit que gouverner, c'est prévoir, mais dans nos pays, c'est très souvent gouverner, c'est décevoir. Il faut déjà pouvoir s'asseoir pour choisir de cette alliance, de cette coalition, où il y a 3 fortes têtes. Qui est la tête qu'on va présenter déjà? Il faut déjà s'accorder là-dessus. C'est à cela que je voulais venir. C'est que, en fait, ça dépend de l'objectif de chaque parti. Aujourd'hui, si vous allez au PPACI, leur objectif, c'est d'abord, essayer de remettre Gbagbo sur la liste électorale et puis le combat de la CEI. Pendant qu'un parti comme le PDCI n'a pas ce problème, comme certains autres partis à l'intérieur, il peut avoir des alliances, mais il ne faudrait pas qu'à la fin, on vienne nous sortir encore une affaire de boycott des élections. Ils peuvent mener le combat pour ramener Gbagbo sur la liste électorale parce que je pense que ça leur tient à cœur. Mais si, d'aventure, ils n'étaient pas sur la liste, il faudrait qu'ils aient au moins un plan B, que tout le monde soutienne une bonne fois
et qu'on ait une bonne élection crédible, sans bruit en Côte d'Ivoire. Si c'est fait comme ça, bravo tout le monde. Mais si ce n'est pas bien fait, encore, on va voir ce qui s'est déjà passé. C'est le peuple qui en pâtit après. Non, ils sont ensemble. Et puis, comme un n'est pas sur la liste, nous, on boycotte. Les autres vont dire qu'ils s'en vont. C'est la division de l'opposition. En fait, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, hein, le jeu politique a ses réalités. Je ne sais pas pourquoi certains s'offusquent de certaines alliances. Une alliance, qu'on vient de dire, par exemple, non, en fait, je ne la trouve pas cohérente. Non, une alliance est une alliance. On a toujours un objectif commun, on se met ensemble pour dégager et après on essaie de voir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas après qu'on voit. Non, vous me laissez parler. Je veux dire, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de gêne à se mettre avec un parti politique, quelle que soit son idéologie, pour atteindre un objectif commun. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo fait un appel. Ça devient égoïste quand on observe quand même le peuple. Je veux dire, c'est des intérêts personnels. Oui, mais justement, le jeu politique, le seul but est la victoire. Le jeu politique a toujours des réalités. Mais je veux dire, dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, ce qui est important aujourd'hui, le président l'a dit, on veut dégager un gouvernement. Et parfois, un parti politique peut pouvoir résister, vivre. Donc, rien que pour les objectifs qu'on veut atteindre, on se met en alliance. Mais concernant la Côte d'Ivoire, concernant le cas de la Côte d'Ivoire, après l'appel du président du PPACI, quel est le contenu? On attend de voir. Voilà. Mais je ne crois pas qu'à l'heure actuelle des choses, un parti comme le PDCI ou bien un parti comme le Front populaire ivoirien puisse en fait s'éclipser pour pouvoir faire la part belle à un autre parti pour dire nous sommes notre candidat. Mais moi, je veux inviter les partis politiques à copier tout simplement l'exemple sénégalais. Quand on n'est pas la personne adéquate, compte tenu en fait des obstacles, on peut faire la part belle, on peut faire la place à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre, d'accord. Il faut pouvoir attendre, nous, à notre niveau. Pardon. Oui, d'accord. Je voulais juste répondre très rapidement à Gandhi, qu'entre la gauche et la droite, il y a quand même le centre. Donc pour que les deux partis s'allient, par exemple, ou fassent des choses ensemble, c'est qu'il y a effectivement un manque de cohérence. Mais ce n'est pas la première fois que, par exemple, Laurent Gbagbo ou d'autres s'allient. On a vu il y a quelques années Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara, président Alassane Ouattara, s'allier pour gagner aussi. D'accord. Ce qui revient à penser que pourquoi est-ce qu'on s'allie finalement, puisque nos idées sont opposées. Entre la gauche et la droite, il y a le centre. Est-ce que c'est les intérêts personnels ou est-ce que c'est vraiment pour le peuple? Bonne question. Et on espère que cette coalition va donner quelque chose de bien pour le peuple. Hein, et que ce sera donc dans l'intérêt du peuple. On reste à l'écoute, on vous regarde. Tout ce qu'on veut dans ce pays, la Côte d'Ivoire, c'est la paix. On y va tout de suite à la pause. On se retrouve dans pas longtemps. Restez avec nous sur Live TV. Nous sommes de retour sur ce plateau du Talk des vacances avec Arnaud Goï, Aïcha Crépi, Gaël Lakpa et puis Gandhi. Merci de rester avec nous, ça a été chaud. Et intéressante discussion donc en première partie, nous sommes en seconde partie. Merci de rester avec nous et surtout de continuer donc à lâcher des messages sur nos réseaux sociaux, là où il y a le direct de cette émission. Nous allons prendre plaisir à lire de temps en temps donc à l'antenne vos remarques, vos commentaires qui nous intéressent. Restez avec nous, allons tout de suite avec l'image du jour. L'image du jour, un chimpanzé a agressé un enfant de 19 mois le 1er juillet dernier, 1er juillet 2024. Que s'est-il passé? Nous allons en savoir un peu plus avec le père de l'enfant, M. Dosso Wassi, que nous avons joint au téléphone. M. Dosso Wassi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté de nous répondre, de répondre à nos questions. Vous êtes sur Live TV, donc dans le Talk des vacances. Je ne serai pas seul à vous interroger avec mes amis sur ce plateau. Nous allons chercher à en savoir un peu plus. Que s'est-il passé? Bon, c'était le premier passé. Allô? Oui, on vous écoute, hein. Vous pouvez y aller. C'était le premier passé. D'accord. Un 31, un premier lundi. D'accord. Bon, mon fils a eu un accident avec des chimpanzés dans le quartier d'Abobo, la commune d'Abobo, quartier Sodessi. Vous habitez où précisément? Dites-nous, vous habitez où précisément? On habite à Bobo Sodessi. À Bobo Sodessi, d'accord. À Bobo Sodessi, quand vous dites ça comme ça, c'est à quoi? Andokwa Andokwa, c'est cela, d'accord. Le secteur Jérusalem. Très bien, secteur Jérusalem, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Où était l'enfant? Bon, c'était le lundi 1er. Oui, on a compris la date. Où était l'enfant? Oui, l'enfant était à la maison. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant était à la maison avec ma petite soeur. D'accord. Mes 3 enfants, maintenant, le chimpanzé est sorti de la forêt parce qu'ils ont l'habitude de sortir. Ah, d'accord. En ville.
Donc, j'étais sorti, j'étais allé au travail. Maintenant, madame aussi était allée au marché pour aller faire des achats. Donc, à ma grande surprise, j'ai reçu un appel en me disant que non, que le chimpanzé a pris mon enfant pour rentrer en brousse avec lui. Donc, l'enfant est gravement blessé. Donc, rapidement, comme je roule une moto critique, bon, je me suis dépêché dans les premières minutes et je suis venu sur les lieux. Je suis venu trouver l'enfant gravement blessé. Comment se porte l'enfant aujourd'hui? Comment se porte l'enfant? Oui, l'enfant se porte un peu mieux aujourd'hui. D'accord. Par rapport à la première journée. Voilà. Qui a fait la prise en charge? Qui s'en est occupé? Bon, dans les premiers temps, c'est moi-même j'ai pris en charge tous les soins de l'enfant. D'accord. Parce que quand ça s'est passé, le premier, le 2, on a signalé des agents de Hauts-de-Forêt. Il y a quelques-uns, je ne sais pas si les colonels, ils sont arrivés. Bon, après, je n'ai pas eu de nouvelles d'eux encore, ni rien. Je n'ai pas... Personne ne m'a signalé encore. Donc, c'est moi. D'accord. Jusque-là, c'est vous qui vous occupez de votre enfant, c'est cela? Non. C'est la question qu'on a posée. Oui, je me suis occupé de l'enfant. D'accord. Maintenant, quand on a fait 3 semaines après l'accident, on m'a occupé de l'enfant. C'est hier, le ministre de Hauts-de-Forêt, il a quitté chez moi. On vient me rendre visite. D'accord. Maintenant, il y a une semaine de cela, la ministre de la Solidarité, quand elle a pris net, elle est venue me rendre visite. Voilà, pour venir saluer l'enfant et faire des dons pour moi. D'accord. Voilà. Comme je vous ai dit, je ne serai pas... D'accord. Comme je vous ai dit, je ne serai pas seul à vous poser des questions, mais avant de passer la parole à l'un de mes coéquipiers sur ce plateau, est-ce que là où vous habitez, est-ce qu'on vous a déjà dit qu'il ne fallait pas habiter là où vous êtes? Bon, ça, je ne suis pas trop informé pour ça, parce que la maison ne m'appartient pas. Vous êtes en location? Bon, oui, je suis en location. D'accord. Voilà. D'accord. Aïcha Crépi? Oui, bonjour Monsieur Dosso, j'espère que ça va mieux au niveau de l'enfant. Voilà, je voulais exprimer quand même ça et on est désolé pour ce qui s'est passé. Nous, on a vu les images récemment. Je veux dire, là vous avez parlé de 31, premier quoi? 1er juillet, 1er janvier, on parle de quel premier? 1er juillet. 1er juillet de ce mois donc. 1er juillet, d'accord. Je voulais savoir, parce que vous avez... déjà, vous êtes à quelle distance, en fait, du lieu où les chimpanzés ont l'habitude de se promener, de sortir? Est-ce que vous êtes près d'eux? Est-ce que vous êtes loin d'eux? Et puis, sans vouloir vous juger, est-ce que, avec cette proximité-là, le fait de partir et de laisser l'enfant, c'est pas déjà un peu dangereux? Ou bien c'est normal, vous avez l'habitude de faire comme ça d'habitude? On va rappeler la première question, quand même. On va rappeler la première question déjà pour qu'il y réponde. C'était à distance, en fait. Ouais. Et puis, est-ce que c'est pas dangereux? Je veux dire, est-ce que vous avez... Parce que vous habitez là depuis longtemps, j'imagine, ou c'est récent. Est-ce que vous avez des habitudes? Est-ce que c'est normal de laisser un enfant dans ces conditions-là? Est-ce que ça ne gêne pas d'habitude? Voilà. Il n'y a pas de problème d'habitude. Est-ce que là où vous habitez, c'est loin de la forêt? C'est la première question. Pour le premier temps, on n'est pas trop loin, pas loin de la forêt. D'accord. Il y a le dernier bâtiment auprès de la forêt. D'accord. Bon, comme le constat, bon, on peut pas trop dire des trucs qui n'ont pas de sens. D'accord. La question, vous dites que ce n'est pas la première fois que les chimpanzés sortent de la forêt pour arriver là où vous êtes. Est-ce que c'est le premier incident? Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose de semblable avant? Et qu'est-ce qui n'a pas de sens? Non, depuis je suis arrivé, ça fait 1 an, quelques mois maintenant. Les chimpanzés sortent, aller jusqu'en ville, ils dépassent chez nous, mais ils vont jusqu'en ville. Après, chez nous, là-bas, dans le quartier. Est-ce que vous comprenez? Bon, on appelle ça comment? Ils ont l'habitude de sortir, mais ils n'ont jamais agressé quelqu'un. C'est ce que je voulais dire, savoir, en fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est une habitude. Il n'y a pas eu de problème jusque-là. C'est ce que je voulais dire, et ça a du sens. OK, bon, moi, je ne suis pas informé si ça... Parce que je viens de des gens dans le quartier. D'accord. C'est la première fois que ça arrive devant moi. D'accord. C'est la première fois que ça arrive devant vous. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Est-ce que vous allez rester là où vous habitez? De toute façon, ce n'est pas facile donc d'avoir un logement à Abidjan, mais est-ce que vous avez pris de nouvelles mesures, vous? Oui, j'ai pris de nouvelles mesures, mais on ne peut pas prendre des mesures
C'est les moyens financiers qui font que sinon, dès que l'accident est arrivé, j'ai pris des mesures pour voir qui fait, mais c'est les moyens financiers qui me manquent. D'accord. Actuellement, parce que nous sommes à Abidjan, actuellement, bon, pour trouver un autre loyer, parce que où je suis, c'est à cause des mêmes moyens financiers, et j'étais dans le coin. D'accord. On avait appris que l'enfant n'arrivait pas à s'arrêter, à se tenir debout. Bon, le 1er juillet jusque-là, aujourd'hui, est-ce que l'enfant arrive? Il y a de l'évolution dans son état? Dites-nous. Oui, il y a de l'évolution. D'accord. Il arrête, mais il ne marche pas d'abord. Il ne marche pas bien. D'accord. D'accord. Écoutez, beaucoup de compassion. Yako, on va dire, et prompt rétablissement à votre enfant. Merci, merci. Je suis sûr que tout le monde qui vous écoute, les âmes sensibles vont réagir très certainement donc, pour venir vers vous et vous porter coup de main donc, pour assister votre enfant jusqu'à sa guérison totale. Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur Dosso Wassi. Merci beaucoup et bien de choses à toute la famille et nous embrassons cet enfant que nous portons en prière. Merci beaucoup. Ben, c'est compliqué, c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir est-ce qu'ils ont l'habitude de côtoyer en fait ces animaux. Bon, effectivement, ils ont l'habitude, effectivement, donc là je pense que... Bon, je sais que les animaux, c'est leur environnement qui est naturel, qui est là. Donc, je ne sais pas qui est-ce qu'on doit quadriller. Est-ce qu'on doit quadriller les animaux ou les hommes? Qui occupe l'environnement de l'autre? Entre les hommes et les animaux. C'est la question. Quand on nous dit la démographie, donc au niveau de la ville d'Abidjan, elle va grandissante. Donc, on se dit où s'installer. Les animaux sortent de leur cadre. Ils n'ont pas échappé. Et il est sorti comme d'habitude, tranquillement. Et il est tombé sur cet enfant, malheureusement. Peut-être qu'il était enragé ce jour-là. Enragé, je veux dire. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, dites-moi. Oui, je voudrais regarder sur cet incident-là. Déjà, il faut rappeler que c'est une chance d'avoir la forêt du Banco en plein cœur d'Abidjan. C'est vraiment le poumon d'Abidjan. On a très rarement vu des capitales où, en plein milieu de la ville, on a une forêt primaire qui a été classée aujourd'hui parc national du Banco. Le Banco, il faut le rappeler, c'est plus de 3000 hectares. En termes de superficie, il alimente plus de 29 forages à Abidjan. Il capte plus de 90 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est plus de 40% de l'eau potable à Abidjan. Donc franchement, c'est un vivier intéressant. Et le nom Banco proviendrait de Banco en hébrié, qui signifierait source d'eau rafraîchissante. Donc c'est vraiment un poumon d'Abidjan. Mais il est en proie à des problèmes de sécurité, non seulement parce qu'il y a des agressions de la forêt, des coupes d'arbres, des trucs comme ça que l'État essaie de réguler, mais surtout parce que Abidjan s'est énormément étendu. Parce qu'une forêt comme ça, c'est une forêt primaire, il y a encore des espèces animales et végétales à l'intérieur. Il est interdit d'y habiter. Alors est-il normal d'habiter à proximité? Non, non. En tout cas, quand on regarde le code forestier et puis on regarde comment les parcs nationaux sont gérés en Côte d'Ivoire, c'est interdit d'avoir des habitations là. Mais là, on est face à une ville qui s'agrandit toujours, et on a finalement des habitations qui juste le parc national. Je crois qu'il faut non seulement très clairement définir quelle distance il doit avoir entre le parc et les toutes premières habitations. Deuxièmement, on doit pouvoir savoir quel type de réaction avoir quand un animal s'échappe de cette façon-là. Est-ce que les populations sont sensibilisées? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Est-ce qu'il y a un numéro? Il y a un service c'est une habitude, comme il a dit M. Wassi. Surtout que c'est une habitude, apparemment. Donc, il faut que les populations soient sensibilisées. Et puis, troisièmement, c'est comment on garantit que... Parce que lorsqu'on voit ces petites barrières qui sont autour du parc, là, je ne suis pas très sûr que ça peut retenir des animaux, surtout les chimpanzés qui grimpent. Voilà. Donc comment s'assurer que, parce que comme Aïcha le disait, ils sont dans leur milieu naturel. Quand on les pousse trop, ils sautent à un moment donné. Donc comment s'assurer que ce genre d'incidents ne surviennent pas à l'avenir et qu'on arrive à les contenir? Gaël Lacroix, comment expliquer donc la proximité des habitations avec cette forêt disons qu'en réalité, c'est nous qui agressons les animaux. Parce que c'est la forêt d'abord. Et quand on fait nos lotissements, on ne fait que les acculer. Donc, quelque part, ils sont dans leur zone. Mais je me pose la question de... Parce que le père de l'enfant, il dit que depuis qu'il est arrivé dans le quartier, il a découvert que les singes ont l'habitude de sortir. Les chimpanzés. Bon, il faut qu'on se pose aussi la question de savoir c'est qui amène ces animaux-là à sortir, parce que ça a dû commencer depuis un moment. Ça, c'est une étude vraiment qui doit être scientifique, technique. Il faut étudier le comportement de ces animaux-là. Qu'est-ce qui les amène à venir maintenant dans l'habitat? Parce que ce sont des animaux, ils savent, même s'il y a une certaine distance, je pense qu'il doit y avoir quelque chose quand même qui les attire. Voilà.
Et au-delà de ça, bon, je vais revenir sur les mêmes choses. C'est prendre des mesures de sécurité, voilà, sensibiliser les populations au cas où ils tombent sur un animal sauvage. Ce n'est pas seulement les singes qui sont, les chimpanzés qui sont dans cette forêt. On ne sait pas qui d'autre. Voilà, on ne sait pas quel autre animal cette forêt, pour le voilà. moment, on avant que c'est les chimpanzés voilà, qui sortent. Il faut éduquer les populations qui sont dans ces zones-là, de sorte à ce que, quand ils se retrouvent devant un animal, quelles sont les attitudes à tenir. Il faut fuir d'abord, voilà. avant de réfléchir à autre chose. Pas toujours, hein, pas faut toujours. fuir d'abord. Non, ça dépend. Il y a Ça des dépend de animaux, l'animal. Par exemple, avec le lion, tu vas fuir, mais tu ne vas pas aller plus vite que lui. Hein. Donc, ouais. ça dépend. Voilà. Donc, il faut connaître l'animal, fuir. justement, et être formé, comme a dit très justement Arnaud. Quelqu'un expliquait que quand tu rencontres un lion, il faut le fixer dans les yeux. Gandhi. Ouais, ben, je pense, Rapidement. quelqu'un l'a déjà dit, hein, ce n'est pas les animaux qui sont agressés, c'est nous qui agressons les animaux, puisqu'ils sont dans leur milieu naturel. Ben, je pense que tout ça, ça peut participer aussi à ce qu'on peut appeler le déguerpissement. Parce que Déguerpissement de quoi? de des ces populations qui il faut vivent, déjà savoir voilà, si, faut si savoir elles y sont de façon légale. Justement, et la législation sur le voisinage avec les parcs, il faut le revoir. Je pense que le Code forestier le dit, hein, le Code forestier de 2019, qui a habilité à habiter là, en fait, le voisinage, tout ça. Mais je veux dire, dans tous les cas, ça pose un problème de sécurité. Voilà, ça pose un problème de sécurité. Là, on a parlé d'un chimpanzé. Ça pouvait être une autre espèce animale plus dangereuse. Et puis, bon, le pire allait arriver. Mais je pense que déjà, il faut appeler les autorités à pouvoir déjà anticiper. Voilà, parce que faut pas, ça peut être une perte en vie humaine. Mais je pense que c'est aussi ça l'esprit d'anticipation. Quand on dirige, il faut prévoir. Merci. Voilà. Quand on dirige, il faut prévoir. Il faut mettre non seulement les animaux en sécurité, mais encore les hommes, les populations en sécurité. Et si il y a des précisions à faire, le ministère de tutelle ou encore la gestion de ce parc national du Banco, encore, nous, on vous invite sur notre plateau. Quand on veut avoir plus d'informations sur des situations, on aimerait vous avoir ici sur ce plateau. Donc, je pense qu'il faut tenir ces animaux loin des hommes et les hommes loin de ces animaux pour que chacun soit dans son cadre de vie de façon très paisible. Merci. On va poursuivre cette émission avec l'invité du jour. Et pour parler avec l'invité du jour, déjà faut-il que je vous rappelle que c'est de littérature. Donc c'est une écrivaine, Vanessa François, que nous recevons sur ce plateau. Vanessa François, pardon, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Et je suis très heureuse d'être ici. Merci à Live TV et merci à The Talk de me recevoir. Très bien. Nous lisons que vous êtes éducatrice spécialisée en milieu psychiatrique. Oui. D'accord. Dans le fond, moi, je travaille comme éducatrice spécialisée. Je travaille avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Et je mets des outils en place afin qu'ils puissent fonctionner dans la société pour que la problématique ne fait pas trop d'effet dans leur vie, qu'ils puissent avoir un travail et communiquer avec la famille, etc. Très bien. Donc pas un rapport avec le livre, c'est juste le livre être écrivaine, c'est une autre corde à votre arc. C'est Oui, cela. c'est ça. C'est cela. Et vous parlez de Sénégal. Vanessa François, alors, de quelle origine êtes-vous, Vanessa François? Quand on lit la préface, quel est le pays qui vous appartient? On parlait du Sénégal comme votre terre, mais on lit encore un peu plus bas que vous parlez de l'Afrique qui soit totalement votre terre. De quelle origine êtes-vous? Je suis née en Haïti, à Port-au-Prince. Je suis haïtienne. D'accord. Oui, partir au Sénégal, je suis partie 3 mois pour un stage, justement, avec des enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Et puis, je suis partie 3 mois. Après les 3 mois, j'ai écrit le livre. Mais normalement, je suis haïtienne. D'accord. Alors, vous êtes sûr que ce n'est pas que moi qui va vous interroger sur ce plateau, hein? Aïcha vous attend. Elle attend donc de vous poser une question. Oui, ou plusieurs. bonsoir madame. Oui. Déjà, je reconnais votre très bel accent, moi, haïtien directement. J'ai grandi avec beaucoup d'Haïtiens. Je voulais savoir pourquoi le Sénégal? Et le Sénégal, c'est... En effet, quand j'étais plus petite, j'ai fait un rêve que j'étais dans un pays puis que je dansais parce que j'aimais beaucoup la musique africaine. Et quand les gens me regardent, ils pensent que je suis congolaise. Puis, quand j'ai été au collège, la dernière année, ils m'ont proposé d'aller faire un stage, soit en Belgique, en Suisse, et en France et au Sénégal. Alors, sans hésiter, j'ai choisi le Sénégal parce que je voulais connaître mes racines. On me parlait souvent en Haïti de l'histoire de l'esclavage, de l'île de Gorée. Moi, je voulais voir de mes propres yeux. Donc, j'ai choisi le Sénégal à cœur ouvert. Oui, effectivement. Tu voulais poser une question? Oui, oui, tout à fait. Félicitations déjà pour le livre. Et puis, je confirme que lorsqu'on va au Sénégal, en tout cas pour la première fois, c'est une expérience qui transforme et je comprends totalement le titre du livre. Et de tous les endroits que vous avez énumérés, parce que vous avez visité le lac aux Roses, le marché de Sandaga, justement,
Coucou à tous les amis du marché de Sandaga et surtout à une dame qui vend du tchèp-djen non loin du marché. Elle fait ça très bien d'ailleurs. Tu as mangé ça? Le tchèp-djen d'Abidjan et du Sénégal, y a-t-il une différence? Non, il y a une différence. Il y a une différence. D'accord. C'est vrai que la différence tend à se réduire parce qu'on en fait beaucoup mieux et les dames sénégalaises le font beaucoup mieux, mais il y a quand même une petite différence. Très bien, très bien. Quel est l'endroit, pour moi, quel est l'endroit au Sénégal qui vous a le plus marqué? Est-ce que c'est un endroit naturel ou est-ce que c'est plutôt un des choses qui ont été fabriquées comme le monument, par exemple, de la Renaissance? Moi, c'est l'île de Gorée. Et particulièrement prendre le bateau, déjà, j'avais horreur des bateaux, j'avais peur, je voulais... En tout cas, et moi, c'est l'île de Gorée. Quand je suis arrivée à l'île de Gorée, j'ai vu les monuments et on me racontait l'histoire. On me montrait les cellules, qu'il y avait des esclaves rebelles qui étaient dans une petite cellule, puis qu'avec ça, il y avait des maladies qui se créaient. Et par la suite, quand ils expliquaient la porte du non-retour, quand les personnes, les esclaves vont en Amérique, il n'y a pas de retour. C'est la porte du non-retour, ils peuvent mourir en chemin. Et connaître cette histoire, ça m'a transformée et je pense que j'ai été révoltée. En retournant au Canada, c'était très difficile pour moi, mais je pense que c'est l'île de Gorée qui a tout changé, qui a transformé et qui m'a fait comprendre que j'ai une belle histoire, puis que je dois embrasser mon histoire, que je dois me respecter et m'aimer en tant que femme de couleur. D'accord. Le Sénégal, une expérience qui transforme. Oui. Quelle est la transformation que vous avez vécue? Oh, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je suis plus calme parce qu'avant, j'allais à l'école, aller au travail. Puis, j'étais tout le temps stressée à Montréal. Quand je suis rentrée au Sénégal, je voyais les gens tellement calmes. Je me demandais comment ça se fait que les gens soient aussi calmes. Donc, je pense que ça, déjà, le calme, ça m'a fait une transformation énorme. Quand je suis retournée, on m'a dit que j'étais plus la même. Et le stress, j'avais plus. Et la transformation au niveau de l'acceptation de moi-même, en tant qu'haïtienne aussi et africaine. Et aujourd'hui, je suis plus à l'aise à mettre les tresses et j'utilise que des produits naturels comme le beurre de karité. Et je suis venue ici à Abidjan, c'est tout... je veux avoir du miel, je veux avoir tout ce qui est de la terre. Et je suis fière d'être haïtienne et africaine. Et donc, je pense que c'est cette transformation-là, l'acceptation de moi-même. Et quand vous parliez, juste une question, quand vous parliez des coutumes dans votre ouvrage au Sénégal, vous avez évoqué la polygamie. Quel est votre regard? Parce que vous avez vécu au Canada ou vous vivez au Canada, pour une Canadienne, permettez-moi l'expression, en tout cas avec ce regard canadien, comment vous appréciez la polygamie au Sénégal? Et dans toutes les émissions que je passe, on me pose cette question-là. Donc, la polygamie, pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, que je connaissais, j'entendais parler. Donc, j'ai découvert au Sénégal parce que dans mon quartier où je vivais à Ouakam, il y avait des hommes qui avaient 2, 3, 4 femmes. Au départ, je n'avais pas compris parce que je me disais, est-ce qu'il n'y a pas de la jalousie? Est-ce qu'il n'y a pas de chicane, de bagarre entre les femmes? Mais par la suite, j'ai compris que l'homme doit aimer les 4 femmes de la même manière. Il doit les traiter aussi de la même manière. Et comme vous avez été transformée, vous serez capable d'entrer dans un foyer polygame. Je ne suis pas arrivée là encore. Je suis pas traumatisée la dame. Mais je suis plus ouverte à comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la polygamie. Donc, je pense que je suis plus ouverte à ce genre de relations-là, mais je ne suis pas arrivée à un point que moi, je vais dire que je vais être là-dedans, mais je comprends plus c'est comment ça se passe. C'est pas qu'il y a une femme qui a plus préféré qu'une autre, donc c'est égal. Gaël. Oui, on parle du livre de Mme Vanessa. Oui. Félicitations déjà. Je vois en ce livre-là un voyage à travers des pages, à travers aussi le territoire, puisque vous avez été au Sénégal, vous l'avez dit depuis, vous avez fait 3 mois, et vous êtes aujourd'hui à Abidjan. J'ai envie de vous poser une question au plan culturel et puis historique. Est-ce qu'il y a vous avez remarqué des similitudes ou bien des oppositions? OK. Je pense que c'est le mouvement, la chaleur humaine. Moi, j'ai été au Sénégal, puis les Ivoiriens sont très gentils, sont très doux. Et je ne sais pas pourquoi, mais ils m'ouvrent la porte quand je rentre dans un taxi. Il me manquait 500 francs pour un taxi. Quelqu'un a couru pour me le donner. C'est pas étonnant. Oui, donc je pense que c'est... Le monsieur à côté de vous, il ferait mieux. S'il pouvait vous offrir un taxi, il le ferait. C'est la galanterie, la ivoirienne. Donc, je pense que c'est la gentillesse, c'est la chaleur humaine, pardon. Et c'est tout ça qui a comme similitude avec le Sénégal. Puis il y a aussi la nourriture, elle est très, très, très bonne. Merci. J'ai mangé du tchèp en face de
de Fratmat. C'était du bon tchèp comme au Sénégal. Et puis, il y a le piment garçon que j'ai mangé. Comment donner l'adresse? Piment garçon. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, je pense que la nourriture, la chaleur humaine, puis les gens sont calmes. Les gens, ils ne sont pas pressés. Les gens, ils prennent leur temps. Donc, ici, on est très pressés. Hein. Ah oui? Non, quand même un peu. Un peu plus. Mais vous n'avez pas encore rencontré le mal-parlage? Non. D'accord, très bien. On est doux avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer quand même, comment est-ce que vous allez résumer votre ouvrage? Bon, je peux résumer l'ouvrage comme un voyage, premièrement, parce que là, je parle des lieux touristiques, je parle des coutumes, des croyances, exactement la culture, la polygamie, la nourriture. Puis par la suite, je fais le lien aussi par rapport à ce qui m'a emmené au Sénégal, qui est les enfants qui ont des problèmes, soit l'autisme, soit des problèmes de la trisomie 21. Puis, je fais le lien avec le Canada dans cette problématique-là et au Sénégal. Donc, je parle de l'éducation spécialisée, je parle de mon voyage, des lieux touristiques, mais je parle aussi des transformations que j'ai eues par la suite. En retournant à Montréal, je ne suis plus la même, je n'étais plus la même, je suis plus calme et aujourd'hui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Africains. Et je pense qu'à un moment donné, je me disais antillaise. Quand on me demandait d'où tu viens, je me disais, je suis antillaise, je viens d'Haïti. Mais aujourd'hui, je suis capable de dire, je suis antillaise et africaine. Donc, je parle de toute cette acceptation. On aime bien les courriers dans les mèches. Oui. J'ai tout ça que je parle et j'invite aussi les gens à visiter les pays d'Afrique. Peu importe si vous êtes... si vous vous identifiez, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ne s'identifient pas à la culture africaine. Donc, moi, je pense que toutes les personnes qui s'identifient à la culture africaine devraient visiter un pays. Donc, c'est ça que j'encourage, de visiter, d'aller chercher votre transformation. D'accord. Prenez l'avion, sortez de chez vous, allez visiter d'autres contrées, visiter le Sénégal, visiter le Burkina Faso, allez encore un peu plus loin. La Côte d'Ivoire aussi. Visitez la Côte d'Ivoire. Comme nous parlons de la Côte d'Ivoire, venez en Côte d'Ivoire. De toute façon, depuis la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez compris que nous sommes le pays le plus hospitalier. Et on mange très bien. Et on mange très bien ici. Vous avez mangé à l'eau? Oui. Attiéké Garba? Foutou. Foutou, sauce graine et tout ça. D'accord. Vous êtes ivoirienne. Vous êtes ivoirienne. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Le livre, le bouquin, on le trouve dans toutes les surfaces, c'est cela? Sur Amazon précisément, si vous mettez le Sénégal, une expérience qui transforme sur Google, vous allez le trouver partout. Très bien. Merci d'être venu. Merci à vous tous. Allez, est-ce qu'on peut avoir le bouquin tout de suite? Voilà. Voici la couverture, gros plan sur ce bouquin. Il faut s'en procurer très rapidement. Et puis, je vous encourage à la lecture, chose que vous avez oublié un peu quand même, vous Ivoiriens. Je vous encourage à la lecture, ça fait plonger dans un autre univers, à la découverte des choses que nous n'avons pas vécues ou que nous n'avons pas à côté de nous. C'est ça qu'il faut faire. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. On prendra plaisir à se retrouver demain. Shalom. Merci.